Good Morning Business. Business Plan. Notre invité ce matin, c'est Muriel Pénicaud. Bonjour, ancienne ministre du Travail. Vous avez lancé un pavé dans la mare la semaine dernière sur la question de l'apprentissage, même si on sait que le gouvernement réfléchit à une réforme, notamment pour trouver de l'argent pour les finances publiques. L'apprentissage, ça marche très bien déjà en France. 1 million d'apprentis au 1er janvier 2024, notamment grâce à cette prime de 6 000 euros qui a déjà été rabotée, mais qui aujourd'hui est de 6 000 euros, quel que soit l'âge, la qualification, et qui pousse le dispositif. La semaine dernière, vous avez dit il faut revoir le dispositif pour les entreprises de plus de 250 salariés. 250 salariés, c'est pas Carrefour, c'est une ETI. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le seuil sur lequel il faut s'arrêter pour revoir ce dispositif ? D'abord, le boom de l'apprentissage, il n'a pas commencé avec la prime. Quand on a fait la réforme de l'apprentissage en 2018, personne n'aurait cru qu'on aurait 1 million d'apprentis aujourd'hui. On s'est inspiré des modèles suisses, allemands. On a permis les apprentis d'entrer jusqu'à 30 ans. On a permis aux CFA, aux entreprises, aux branches de créer des centres de formation d'apprentis. Donc, en fait, l'accélération, elle a commencé avant la prime. Et quand il y a eu la crise Covid, il y avait toujours une prime à l'embauche pour les entreprises. Il n'y en avait pas pour les moins de 250 salariés. Donc, au moment de la crise Covid, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit que là, il fallait sauvegarder le système, de même qu'on faisait l'activité partielle pour les salariés. On a décidé à ce moment-là d'ouvrir la prime à l'embauche aux grandes entreprises. Mais dans notre esprit, en 2020, c'était clairement exceptionnel pour cette période-là. Et en plus, depuis, ce que je constate, c'est que les entreprises ont vraiment compris que fabriquer les compétences demain, c'est crucial, c'est même stratégique pour elles. Elles ne vont pas les trouver sur le marché du travail, il y a moins de jeunes, il y a plein de compétences pénuriques, et donc c'est essentiel qu'elles s'investissent là-dedans. Donc elles n'ont pas besoin de l'État, c'est ça que vous voulez dire ? Elles le feraient de fait ? Non, elles ont besoin de l'État. D'abord, la formation elle-même, elle est payée par les entreprises, c'est mutualisé. On dit que c'est de l'argent public, en fait c'est de l'argent des entreprises qui est mutualisé. L'essentiel de la formation des apprentis, c'est les entreprises collectivement qui le payent. Et pour l'embauche, il y a des exonérations ou charges sociales qu'il faut garder. Je dis simplement que si on a le choix, moi, j'aime mieux réinvestir. Je trouve que c'est préférable de réinvestir, et je vais expliquer pourquoi, sur la qualité des formations et sur le niveau des formations du CAP au Bac Pro, qui a été massacré depuis 2 ans, il faut bien le dire, parce que là aussi, c'est des métiers pénuriques, et puis c'est des métiers d'ascenseur social. Donc vous dites, s'il faut choisir, moi, si on peut tout garder, c'est très bien. Mais j'ai cru comprendre qu'on avait un petit problème de déficit public, et donc je pense que si on ne peut pas tout garder, il faut mieux réinvestir sur la formation des cuisiniers, des aides-soignantes. Un cuisinier, on l'a baissé de 8 500 à 6 500 euros pour former un jeune pendant une année. Alors que c'est le double en lycée pro et c'est beaucoup plus à l'université ou dans un lycée d'enseignement général. Donc je crois que là, on a fait des baisses depuis 2 ans qui sont mauvaises. Il vaut mieux permettre au CAP, d'aides-soignants, de cuisiniers, de boulangers, etc., d'avoir la qualité. Que les ingénieurs, quoi, en gros. Non, il faut les ingénieurs. Il faut aussi les ingénieurs. Les ingénieurs, c'est aussi un ascenseur social. Mais les entreprises vont le faire. Elles ont besoin d'ingénieurs. Les grandes entreprises vont continuer à former des jeunes apprentis, ingénieurs, écoles de commerce. C'est un ascenseur social formidable, puisque aujourd'hui, 30% des jeunes en enseignement supérieur disent « j'aurais pas pu sans l'apprentissage ». Avant, il fallait payer. Maintenant, je suis payée. Et ma formation est gratuite. Donc aujourd'hui, c'est un ascenseur social. Et dans les écoles d'ingénieurs, ils ont doublé le nombre d'apprentis ingénieurs grâce à l'apprentissage. Mais les grandes entreprises vont continuer à former. Elles le feraient quand même. Donc on enlève la prime. Pour vous, ça ne change rien sur le recrutement des apprentis dans les entreprises de plus de 250 ? En tout cas, pour les plus de 1000, j'en suis sûre. C'est à évaluer entre les 250 et 1000 salariés. Mais par contre, je ferai une exception. Parce que, en fait, l'argent public doit être incitatif. Je pense que pour continuer l'apprentissage, avec l'argent qui est mutualisé, les grandes entreprises vont le faire. Mais là où on les attend aussi, c'est sur les jeunes en situation de handicap. Il n'y a que moins de 2% de jeunes en situation de handicap dans l'apprentissage. Et pourtant, l'apprentissage, c'est... les jeunes en situation de handicap, c'est 8% de la population. Donc moi, je garderai la prime de 6 000 euros pour les entreprises, si j'avais un conseil à donner, à condition qu'elles embauchent des personnes en situation de handicap, parce que là, il y a plus d'accompagnement. Donc c'est un pari, mais je pense que le pari, c'est surtout de réinvestir alors qu'on a abîmé le financement en dessous du bac
Et au-dessus, de continuer à mutualiser la formation, comme ça la formation est payée par la collectivité, mais de supprimer ou de baisser les primes, sauf en cas d'embauche de jeunes en situation. Qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui sur le CPF? On a encore vu qu'il y a là aussi des effets d'aubaine. Vous me direz, sinon on ne fait rien. Il y a toujours des effets d'aubaine quand on met en place quelque chose, notamment sur le permis moto, où il y a un effet d'aubaine incroyable, où il y a des demandes, même si ça va être resserré. Sur cette question du reste à charge, vous étiez contre? Alors j'étais résolument contre, parce que de la même façon, dans la même réforme de 2018, on a créé le CPF en euros. C'est un formidable sujet de deuxième chance et d'accès populaire, de promotion sociale, puisque 7 millions de Français l'ont utilisé, 80% sont ouvriers et employés. Vous croyez qu'ils perdent leur temps à faire de la formation qui leur sert à rien? Non, ils font des formations qui les aident à avoir une promotion, qui les aident à changer de métier, à bâtir leur avenir professionnel. Alors, il y a eu un effet d'aubaine. Le permis moto, nous, on l'avait interdit. Bon, il a été mis il y a 1 an. Je pense que voilà une économie facile à faire. Ça a coûté 250 millions d'euros, je crois. Et franchement, ça, c'est un effet d'aubaine. Par contre, on avait mis le permis voiture, parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'accèdent pas à l'emploi, parce qu'ils n'ont pas le permis, en zone rurale, en zone semi-urbaine. Donc ça, oui. Et je pense que le permis moto, on peut s'en passer. Sur la question de la réforme... Mais par contre, le reste à charge, c'est une aberration. Toujours... Même 100 euros, c'est énorme quand vous êtes au SMIC. Donc il faut... Le reste à charge, à mon avis, n'est pas dissuasif du permis moto. Et par contre, il est dissuasif des classes populaires qui vont plus accéder à la formation autant. Sur la question de l'évolution de l'assurance chômage, on sait qu'on va avoir une nouvelle réforme qui est en cours de réflexion. Ce qui tient le plus la corde aujourd'hui, c'est ce que nous a dit la semaine dernière Marc Ferracci, c'est plutôt de toucher à la question du nombre de mois que vous travaillez pour avoir cotisé. Aujourd'hui, c'est 6 mois, ça pourrait être 8 mois ou ça pourrait être 6 mois sur 1 an. Est-ce que pour vous, ce curseur d'entrée dans l'assurance chômage, plutôt que la question de la sortie et d'abaisser le nombre de mois sur lequel vous êtes rémunéré, est une meilleure chose? Moi, sur ce qui est fait sur la réforme de l'assurance chômage, j'ai un problème de méthode, un double problème. Premier, c'est que je pense que les partenaires sociaux gèrent bien l'assurance chômage et que mettre dans les mains de l'État n'est pas une garantie d'une meilleure gestion. Et je pense qu'on a besoin du patronat et des syndicats pour gérer l'assurance chômage. Le deuxième aspect de méthode, c'est que en fait, le gouvernement, il y a 2 ans, a pris une mesure qui est bonne, qui est inspirée des pays nordiques, de dire on fait des mesures contracycliques. Ça veut dire quoi? Quand il y a plus de chômage, on soutient plus les chômeurs. Et, ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Ouais. Oui, sauf que là, le chômage réaugmente et on va durcir. Là, je ne comprends pas. Et alors, du coup, sur la question de la réforme je pense à venir... là, ce n'est pas le moment de durcir quand le chômage remonte, c'est tout. Donc on ne touche à rien? Non, mais on discute vraiment avec les partenaires sociaux. Ils se plaignent qu'on ne discute pas avec eux. Je m'excuse de dire ça, mais c'est quand même un peu vrai. Merci beaucoup Muriel Pénicaud d'avoir été avec nous ce matin, ancienne ministre du Travail.